Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde. Donc pourquoi choisir Paris pour son introduction en bourse. Je suis Charlie Perrault, je suis journaliste aux Échos. Donc pour m'accompagner sur cette table ronde aujourd'hui, Charles Becbédé, founding partner chez Audacia, Chloé Claire, CEO de Namer, spécialisée dans la production de données géolocalisées, Cédric Besson, responsable intérim listing primaire France, Portugal, Espagne d'Euronext. Et enfin, Arnaud de Bresson, directeur général de Paris Europlace. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus témoigner aujourd'hui. Comme on est en fin d'année, c'est bien, on peut faire des petits bilans. Donc, quel est déjà, votre bilan? Alors, je vais parler à Euronext d'abord, sur justement ces fameuses introductions en bourse à Paris. Bon, excellente année, on en a beaucoup parlé dans la presse, repris dans les Échos bien entendu. On va probablement atteindre une quarantaine d'opérations d'introduction en bourse et de placements privés et plus de 20 cotations directes. Donc on est grosso modo au double de ce qu'on a pu voir l'année dernière et depuis les 3 dernières années. Donc c'est un bilan très fort. Si on parle des montants levés, parce que si on va en bourse, c'est aussi pour lever des encours, on est sur 4 milliards pour la place de Paris. Et si on reprend maintenant l'ensemble des marchés Euronext, vous savez qu'on a 7 pays, que sont la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Irlande, le Portugal et maintenant l'Italie, on va être pas loin de 200 opérations. C'est le double de ce qu'on a fait depuis 4 ans. Et les montants levés, on va dépasser 20 milliards, autour de 24 milliards. Donc vraiment année exceptionnelle. Donc c'est super. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est qu'on est au mois de décembre, on sait bilan de l'année 2021, mais aujourd'hui, on a en termes de perspective une volumétrie tout aussi forte pour 2022. Alors, conditions de marché oblige, si ça se dégrade trop, on aura peut-être une dégradation, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui souhaitent rentrer en bourse aujourd'hui, y compris pour l'année prochaine. Donc on est très content. Arnaud de Bresson, donc du coup 2021 mieux que 2020? Oui, enfin, je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit et je félicite d'ailleurs Euronext et les représentants d'Euronext. C'est un sujet extrêmement important pour la place de Paris. J'entendais à la table précédente que la finance travaille pour elle-même et non pas l'économie réelle. Nous nous inscrivons en faux sur ce type d'affirmation en ce qui concerne la place financière de Paris. Toute la stratégie qui est la nôtre depuis l'origine, c'est de développer l'épargne longue, de l'orienter vers le financement des entreprises. Et c'est ça notre première grande priorité, de la même manière que, évidemment, nous accompagnons le développement des fintech et des nouvelles technologies qui doivent se développer et de l'innovation pour qu'elles soient utiles, comme également, autre priorité stratégique, la finance durable. Donc tout ça est un enjeu majeur pour développer une place financière qui serve l'économie réelle. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'à l'origine, notre modèle d'Europlace n'ait pas été beaucoup plus allant vers ce sujet que l'est celui de la City, qui pendant très longtemps a été le club des banquiers entre eux. Donc, pour ce qui est de la place de Paris, nous sommes très déterminés. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique des IPO. Elle est également essentielle parce que, dans la perspective post-crise, il est essentiel que, face à la montée très forte de la dette, on développe les fonds propres des entreprises. Et donc, c'est pour cela que développer les capitaux boursiers vers le financement des grandes entreprises, c'est très important et les IPO sont importantes. La priorité orienter l'épargne vers les fonds propres des entreprises est une très grande priorité. Voilà. Et enfin, peut-être juste indiquer que... Alors, peut-être que le représentant d'Euronext ne peut pas le dire de manière aussi directe que moi, mais lorsque je regarde les chiffres sur Euronext, pardon, c'est la place de Paris qui parle, la capitalisation d'Euronext à 6 000 milliards d'euros à fin mars cette année dépassait celle des bourses de Londres et de Francfort, 3 700 milliards d'euros pour Londres. Et en ce qui concerne la répartition des cotations sur Euronext, on parle beaucoup d'Amsterdam et des petites places financières qui nous entourent, très dynamiques certes, mais Paris accueille 55% de l'ensemble des sociétés cotées sur Euronext contre 8% pour Amsterdam. Voilà, donc je crois qu'il faut remettre les choses à l'heure. Un dernier point, parce qu'on y reviendra dans les recommandations.
5400 investisseurs institutionnels sur Euronext qui viennent de 63 pays avec près de la moitié d'investisseurs américains, donc des investisseurs à la fois domestiques qu'il va falloir développer plus, mais également des investisseurs étrangers. Et pour toutes les entreprises et les licornes qui sont devant nous, qui vont arriver à la cotation et qui veulent avoir le contact avec les investisseurs étrangers, eh bien Euronext et la place de Paris le permet, c'est un point très important. Effectivement, on reviendra aussi sur les boîtes dans la tech, puisque vous avez vu qu'aujourd'hui, en plus, on a accueilli une nouvelle licorne, Lydia, valorisée un peu plus d'un milliard. Charles, vous qui avez connu, combien 5 introductions en bourse c'est ça justement, vous, c'est quoi un petit peu votre bilan, puisque voilà, vous connaissez très très bien ces mécanismes. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises. Certaines sont allées en bourse, en effet. Là, c'est un peu ma troisième aventure entrepreneuriale. C'est dans l'industrie financière. Je crois que je me suis pas trompé. C'est bien la bonne table ronde. Et en plus particulièrement le private equity. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Audacia, dont j'ai repris les rênes en 2017. Et que je veux faire grandir sur 3 métiers, le venture, le capital immobilier et le capital développement. Et pour accélérer notre développement, nous sommes allés en bourse en septembre. Nous avons levé un peu d'argent, ce qui nous permet d'amorcer de nouveaux fonds. Et moi, j'ai trouvé que ça s'est très bien passé. Je reviendrai sur les petits soucis et comment faire pour que ça marche encore mieux. Mais vous voyez, je ne renonce pas, même si introduire une société en bourse, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments de grâce et des moments moins faciles, mais ça permet de lever des capitaux et donc d'accélérer son développement. Et c'est ça l'essentiel. Chloé, vous aussi, vous êtes entrée en bourse, alors je suis notée cette année aussi. Justement, comment ça s'est passé et puis pourquoi effectivement avoir fait ce choix et l'avoir fait à Paris en plus? En effet, nous, donc Nemer, nous sommes une société innovante qui fabrique de la donnée à l'aide d'outils de machine learning, d'intelligence artificielle et aussi de connaissances métiers. Et nous sommes, en termes de développement, à l'équivalent d'une série A. Donc, en fait, au lieu de faire notre exit en bourse, nous avons fait notre entrée en bourse dans un système sur Euronext Growth qui permet à des plus jeunes entreprises de rentrer en dessous d'un seuil de 8 millions d'euros d'ouverture de capital, donc juste en dessous, avec donc un parcours facilité. Et qui, lorsqu'on est accompagné par des professionnels, ce qui a été notre cas, peut très bien se passer de manière assez rapide. Donc, nous avons fait le choix non coutumier de rentrer en bourse pour l'équivalent de notre série A, parce que en fait, on avait besoin de justement se démarquer des autres acteurs innovants. Aujourd'hui, il y a énormément de startups qui lèvent des fonds et travaillant beaucoup avec le domaine de l'assurance, on les sentait de temps en temps un petit peu réfractaires à signer avec nous, dans le sens où ils se disaient vous êtes encore une start-up, est-ce que dans 2 ans vous serez encore là? Les projets qu'on a avec vous sont transformants pour notre entreprise pour les 10 prochaines années, et quelque part d'entrer en bourse c'était un synonyme de stabilité, synonyme de présence et de structuration d'entreprise. Donc même si au jour le jour, je pense que la façon de mener notre entreprise n'est pas si différente entre quelqu'un qui va aller se financer avec du private equity ou en bourse, c'était très important pour nos clients. Et de plus, chez Nemer, nous nous adressons à toutes les parties prenantes autour des bâtiments. Alors, ça n'est pas seulement les propriétaires fonciers, mais ce sont les investisseurs, les assureurs, justement, les délégataires de services publics, les collectivités. Donc, quand on est une jeune entreprise, aller chercher tous ces marchés d'un coup, c'est évidemment très complexe. Et la notoriété qu'on a eue grâce à cette IPO, grâce au fait d'être pionnier sur ce domaine-là, nous a aussi apporté une forte accélération. Donc on a bénéficié de l'accélération financière, évidemment, de l'ouverture de capital, mais aussi de l'accélération en notoriété. Donc c'est très important. Maintenant, en effet, il y a des up and down. Et pour une jeune entreprise, je pense que la plus grande difficulté, et c'est là qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on préfère faire. Moi, j'avais besoin de structuration, donc ça me permettait de structurer de manière
ultra rapide. Mais si on n'a pas une visibilité, je dirais, à moins de 3 ans de ce qu'on veut faire avec son entreprise, si on pense qu'on va encore pivoter, s'il y a encore des choses assez complexes à construire, ben c'est sûr que la bourse, je pense, est moins compréhensive que du private equity, parce que vous rentrez en bourse où vous racontez à des investisseurs une equity story et ils vous attendent dessus. Donc, ils sont moins gourmands qu'un investisseur qui va vous demander de passer de 2 millions de chiffre d'affaires à 50 millions en 2 ans. Mais par contre, si vous leur dites on passe de 2 à 6, il va falloir réaliser ce 6. Et donc, voilà, je pense que c'est une question très intéressante à se poser en début d'histoire. Et en tout cas, nous, on a opté pour celle-ci, puis on verra pour la suite. Du coup, Namer, c'est une boîte de tech. Et est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une cible qu'il faut aujourd'hui privilégier à la bourse de Paris ? Quand on est dans la technologie aujourd'hui, on a besoin de financement, c'est de la croissance, pas seulement pour faire de la recherche supplémentaire, mais pour équiper en force de marketing, par exemple, donc besoin de beaucoup d'argent. Vous avez évoqué Lydia qui vient de lever donc plus de 100 millions aujourd'hui, donc le private equity finance beaucoup cette tech. Mais pour aller chercher des montants plus importants, on va également en bourse. Je vais prendre 2 exemples. Vous avez Believe, qui s'est introduite en bourse au printemps, qui est venue chercher 300 millions d'euros pour se développer dans le monde de la musique. Et puis OVH, qu'on connaît tous dans le monde du cloud, qui est venu chercher pas loin de 450 millions d'euros, également pour faire sa croissance, notamment pour installer de nouveaux centres aux États-Unis et en Europe. Donc quand on a des montants très élevés, on va venir en bourse. Donc la tech, c'est une cible, c'est un endroit privilégié pour aller lever des capitaux. Si on prend l'ensemble des valeurs cotées sur Euronext, sur nos 7 marchés, on est à pratiquement 2000 sociétés. Vous avez 700 sociétés qui sont de la technologie. Donc on est vraiment le centre névralgique pour la tech. Et sur ces 700, vous en avez 300 en France. Donc la France est le lieu privilégié. Et nous, Euronext, on accorde beaucoup d'intérêt à ce secteur et on organise des programmes spécifiques qu'on appelle Tech Share pour accompagner en amont de l'IPO ces sociétés avec les dirigeants, donc CEO, CFO, qui veulent mieux comprendre les rouages. Donc 1 an, 2 ans avant leur introduction en bourse, pendant 6 mois, il y aura un programme avec des rencontres régulières avec tout l'écosystème, donc les banques conseils, les auditeurs, les agences de communication, pour leur montrer comment ça va fonctionner. Des bons témoins comme toi, par exemple, qui peuvent venir parler de son introduction en bourse qui a franchi le pas pour décomplexer et dire que s'introduire en bourse, ce n'est pas si compliqué que cela. Et donc, on a un programme dédié à la tech, TechShare. Donc oui, c'est important pour Euronext. Les boîtes tech, il y en a quand même pas mal aussi qui cherchent à aller, bon, évidemment le Nasdaq. Il y en a beaucoup qui commencent à aller d'ailleurs à s'implanter, qui s'implantent beaucoup en amont, donc aux États-Unis. Peut-être Arnaud, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces boîtes tech pour les Oui, alors je prends la suite de Cédric. Là aussi, c'est un sujet très important. Donc, il y a toutes ces techs qui sont déjà entrées en bourse et qui ont des besoins de financement importants. On évalue à environ une trentaine dans les 3 prochaines années les nouvelles techs et licornes qui vont se présenter très majoritairement pour des introductions en bourse. Et donc, toute la question qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que ces licornes et ces boîtes de tech viennent se coter à Paris et non pas, comme par le passé, partir pour le Nasdaq aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, tout l'objectif pour la place de Paris, Europlace et pour Euronext, avec qui nous travaillons étroitement, c'est de nous organiser pour retenir et faire en sorte que ces entreprises soient accueillies comme il faut, comme on l'a fait cette année, avec la quarantaine d'IPO dont a parlé Cédric. Nous avons des avantages très importants. On a remis un rapport au mois de juin dernier au ministre des Finances. La place de Paris a des avantages. J'ai parlé d'Euronext et de ses développements. Les régulateurs, et notamment l'AMF, ont fait des progrès considérables. C'est un point extrêmement important. Je ne sais pas si Charles en témoignera, mais aujourd'hui, on a des régulateurs qui sont beaucoup plus ouverts et attentifs à accueillir et à l'attractivité de la place de Paris que ce ne l'était il y a encore 5 ans. Et nous avons un tissu d'acteurs, y compris les conseils, les cabinets d'avocats, qui est de qualité mondiale. Donc la place de Paris a beaucoup d'atouts. Cela dit, il faut travailler, il faut résoudre encore quelques sujets,
par exemple des sujets réglementaires, voire fiscaux. Il faut améliorer la fiscalité de l'épargne sur les actions. Ça va être un des thèmes que nous allons pousser dans la campagne présidentielle. Il faut améliorer des dispositifs, par exemple, peut-être revenir aux droits de vote multiples, comme ils existent à Amsterdam et comme la City de Londres est en train de les relancer. C'est d'ailleurs un certain paradoxe de voir que les pays qui, pendant des années, ont poussé en matière de corporate governance, one share, one vote, reviennent en arrière sur le sujet. Donc, on les avait rejoints. Il va falloir qu'on reprenne, qu'on reprenne à l'envers. Voilà, il y a donc des aménagements. Et puis il y a le sujet du pôle d'investissement equity sur la place de Paris qu'il faut impérativement renforcer. Donc, nous avons lancé une task force qui rassemble tous les acteurs, toutes catégories confondues, la bourse, les autorités, les banques, les investisseurs, en liaison d'ailleurs avec également toute l'initiative Philippe Tibi, extraordinairement importante, qui développe aujourd'hui l'investissement sur les techs, avec un objectif prioritaire qui sont les techs, parce que c'est elles qui arrivent en ce moment sur le marché, également avec la Caisse des dépôts, qui également a fait des propositions avec BPI sur le sujet. Et donc, pas plus tard que hier soir, nous étions encore réunis pour approfondir et mettre en place les 8 priorités que nous nous sommes données, que je ne vais pas vous énumérer, qui sont extrêmement concrètes pour être prêts dès le début de l'année prochaine. Voilà ce que nous faisons sur ce sujet. Charles, vous êtes plutôt en accord? Il faudra encore plus. Oui, complètement d'accord. Il faut un continuum pour permettre que des entreprises très innovantes puissent faire de belles introductions en bourse à Paris et non pas aux États-Unis, en effet, parce que c'est la tentation. Parce que là-bas, il y a un continuum beaucoup plus sophistiqué, plus profond, un bassin de capitaux qui est encore beaucoup plus élevé que le nôtre, des volumes qui n'ont rien à voir. Donc, si on veut que les entreprises successful européennes se cotent en Europe, eh bien, on a besoin de tout un écosystème de fonds, de venture, early stage, puis late stage. Et ça, c'est vrai que l'initiative Tibi est excellente pour cela. Mais il faut aussi l'early stage, le stade avant. Donc il faut plus de fonds de venture qui soient plus grands. Là, on est en train de monter un fonds spatial. Et il faut viser 200-300 millions d'euros et pas simplement 50 millions d'euros. Pareil, c'est ce qu'on a fait dans le quantique. Donc, et alors, il faut aussi penser, on parle beaucoup de tech, mais il y a tech et tech. Il y a la biotech aussi et il y a la deep tech. Donc, souvent, on dit tech, vous savez, c'est un peu... c'est des entreprises finalement assez classiques. Il se trouve qu'elles sont très digitales, c'est très bien, bravo. Elles savent très bien faire leur marketing, mais... il n'y a pas grand-chose d'extrêmement technologique dans ce qu'elle propose. Et le prochain grand enjeu, c'est la deep tech. C'est vraiment... Donc, quelles sont les innovations technologiques de rupture qui vont émerger? Ces innovations, elles ne peuvent pas se faire dans les grands groupes, elles ne vont pas se faire dans des agences d'État, elles se font dans des startups grâce au soutien de fonds early stage venture puissants et nombreux. Et puis, dans ces entreprises grandissent. Il y a des échecs, mais c'est pas grave. Et on a suffisamment. Et s'il y a suffisamment de projets, on va pouvoir. L'Europe va pouvoir compter dans ces ruptures technologiques qui arrivent, donc les technologies quantiques, le new space, le nucléaire de nouvelle génération, l'hydrogène. Et là, on va pouvoir vraiment imaginer avoir des champions européens, mondiaux, dans les grands, les futurs big deep tech des années 2030. Donc, en tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Alors, j'ai parlé de ce continuum nécessaire. Il y a aussi le problème qu'il nous faut des analystes financiers très performants, très pointus sur toutes ces technologies. Il faut des experts, il faut des gens très calés sur leur métier pour analyser les entreprises et orienter les investisseurs vers ces entreprises. Donc les fonds de private equity thématiques spécialisés disposent de ces, par construction, sinon ils ne lèveraient pas de fonds, disposent de cette expertise. Le souci, c'est il faut que la place de Paris, au niveau de sa place boursière, que les fonds d'asset management en fait, disposent de tels experts.
Et là, on se heurte à un problème, c'est la réglementation, parce que c'est vrai que MiFID II a asséché la recherche financière sur actions et donc a diminué le nombre de firmes capables de financer une analyse très pointue, puisqu'on a interdit le financement de la recherche par le trading. Donc, il y a une partie de cette réforme qui était sans doute souhaitable pour les très très grandes maisons, mais ça a asséché et fait disparaître toute une petite recherche très spécialisée. Et c'est dommage. Donc, est-ce qu'on ne peut pas défaire, je pose la question, est-ce qu'on ne peut pas défaire MiFID II pour au moins les market cap inférieurs à un certain nombre de centaines de millions, je ne sais pas, mais c'est vraiment un vrai problème. Alors, juste sur cette réponse, ça a un tout petit peu bougé pour la recherche, pour des sociétés qui sont en dessous de 1 milliard, le fameux unbundling. C'est-à-dire que pour l'Europe, on peut à nouveau coupler des passages d'ordre et du paiement de la recherche, ce qui n'était plus le cas avant. C'est récent, mais c'est jusqu'à 1 milliard. Je ne sais pas si ça va transformer les choses, mais ça a été entendu, mais c'est lent, c'est récent. Et nous poussons sur ce sujet. C'est la réouverture du MiFID, comme il y a la réouverture du Solvency II, qui est une nécessité pour relancer notre pôle investisseur. Et puis, on a toutes les idées, on ira au bout. Et si on ne trouve pas les analystes, ici, on ira les chercher et on les fera venir. Voilà les thèmes sur lesquels nous travaillons. C'est lancé. Et Claire, vous voyez comme ça des inconvénients, ça a été quoi un petit peu, vous, les principaux peut-être obstacles, en tout cas les difficultés vous avez peut-être connues Aujourd'hui, je pense que la difficulté, c'est que comme on est justement une entreprise de tech, je pense que le private equity comprend les difficultés qu'on peut avoir parfois à transformer certains contrats, à ce que ça prenne un peu plus de temps quand on travaille avec des grands groupes, etc. Et à la bourse, il faut dire ce qu'on va faire et puis il faut le faire. Et donc quand c'est un peu décalé, cette compréhension du décalage n'est pas toujours la bienvenue. Les KPI en bourse sont principalement ceux du chiffre d'affaires, alors que pour une société tech, ça va être plus le growth et la capacité à acquérir de nouveaux clients sans être tout à fait rentable. Et donc, la question à se poser, c'est quel KPI regarder pour le marché. Peut-être se dire, si on veut faire les fameux multiples qu'on est capable de faire dans le private equity, il faut aussi investir, avoir des attentes différentes et un peu plus long terme en bourse. Moi, j'ai eu des fonds institutionnels qui, dès le départ, nous ont dit nous, on est là pour longtemps. Alors, longtemps, pour eux, c'est 3 à 5 ans, hein, voilà, pour situer. Mais c'est ce qu'il nous faut comme visibilité. Et puis, on a aussi des gens qui nous ont dit ça. Et puis, 2 semaines après l'IPO, ils ont eu une occasion parce qu'en bourse, c'est beaucoup plus liquide. Donc, l'action était belle. Hop, ils ont fait leur plus-value et puis ils sont partis. Donc, en fait, il y a un petit peu on est moins mariés. Alors, évidemment, on a moins de personnes à notre gouvernance, on est plus libre. Mais je pense qu'il y a moins de compréhension du moyen terme. C'est plus court-termiste sur la bourse. Et pour nous, c'est un enjeu où on doit un peu plus travailler en particulier avec nos investisseurs institutionnels. Et il faut aussi qu'il se crée un écosystème d'investisseurs institutionnels qui, justement, moi, ceux avec qui j'ai échangé, ils avaient une espèce de revanche à prendre par rapport au private equity. Ils nous disaient, nous aussi, on veut soutenir des petites boîtes comme vous, on sait que c'est à risque, mais on y va, on est à fond. Et je pense qu'il n'y en a peut-être pas assez. Enfin, en tout cas, c'est toujours l'œuf et la poule. Hein. S'il y a plus d'entreprises plus petites de tech qui viendront en bourse, il y aura un écosystème pour les accompagner. Mais aujourd'hui, on sent bien qu'on est pionnier et qu'il y a un écosystème pour les exits qui est en train de se former, qui est on le disait là, pas encore aussi grand et intéressant qu'aux US, mais il y a une vraie prise de conscience et des gros efforts qui sont faits. Par contre, et dans les entreprises, parce que dans la tech, ce qui est aussi intéressant, c'est de s'associer avec des industriels, donc qui vont eux-mêmes créer aujourd'hui des grandes entreprises, Orange, BNP Paribas, etc., ont leur propre venture, mais de nouveau, c'est du private equity. Et quand on leur parle d'investissement en bourse, ils disent ah bah oui, mais en exit. De nouveau. Donc je pense qu'il y a un écosystème à créer. Si on le désire, hein, maintenant, je ne sais pas si nous, notre histoire, elle est de l'ordre de quelques entreprises et
Et voilà, ou bien si on veut aussi pousser le fait que de donner aussi aux particuliers, parce que je parle des fonds institutionnels, parce que je leur parle, je sais qu'ils sont investisseurs, mais on a le retail, et je trouve que c'est plutôt beau. On a via des comptes auxquels on ne répond pas, mais les Boursorama, etc., on voit les remarques du retail. Des gens nous écrivent directement sur LinkedIn, et c'est intéressant aussi de se dire que des particuliers investissent dans la tech française. En général, ont été touchés par notre discours. Bon, nous, on est sur de la green tech et de la deep tech, donc voilà, c'est des choses qui intéressent les gens, et je trouve ça vraiment chouette de faire participer en tout cas cette croissance, non pas seulement des fonds de private equity, des fonds qui sont dédiés à ça, mais aussi des particuliers qui y croient. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en valeur et qu'on pourrait pousser avec un écosystème qui accompagne mieux les plus jeunes entreprises de tech au sein d'Euronext. Oui, vous faites très bien la transition, merci, sur les particuliers. Et effectivement, comment on peut aujourd'hui réorienter un peu plus l'épargne des Français vers la bourse. Bon, effectivement, il y a quand même eu je crois, 400 000 nouveaux investisseurs, je crois, d'après l'AMF. En 2020. On est passé d'1 million à 2,5 millions d'investisseurs particuliers en l'espace d'1 an et demi. Donc, voilà, ça a été très, très important. Et donc, voilà, donc, effectivement, il y a quelque chose. Comment est-ce que, justement, comment est-ce qu'on peut encore plus, parce qu'au final, les Français restent quand même les champions du livret A. Donc, Alors, ce sont les champions du livret A. Maintenant, ils étaient à peu près à 2% des participations dans la France cotée. On est maintenant monté à 4%, donc c'est quand même un gros mouvement, même si ça paraît embryonnaire par rapport au reste des institutionnels, mais c'est déjà de l'argent. Et dans les dernières introductions en bourse, dans la clean tech ces dernières semaines, il y avait entre 5 000 et 8 000 particuliers qui ont mis un ticket, donc qui ont investi dans ces entreprises-là. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et pour augmenter ces particuliers, il y a besoin de formation et d'information. La formation, je vais prendre un exemple, on travaille avec l'école de la bourse qui a fait un MOOC qui est sorti au mois de septembre, un MOOC qui est gratuit, pour expliquer de manière assez simple ce que c'est que la bourse. Ça dure à peu près 45 minutes, donc c'est disponible sur le net, c'est gratuit. Bon, voilà, on a participé à ce type d'événement. Après, demain, je vais être à Assas, je vais voir des étudiants qui sont en L3, je vais leur parler de la bourse. Donc on a besoin d'aller sur la route pour éduquer, parce que malheureusement, on est très pauvre. 30 ans de fonds euros avec des taux à 5, 4, 3, 2, 1 ont tué l'envie d'investir en actions parce qu'on était content d'avoir cette petite rémunération. Ça y est, les taux sont à zéro, donc il y a un réveil pour faire autre chose de son argent. Donc mécaniquement, le fait d'avoir plus de rendement sur des actions par rapport aux fonds euros, eh bien, le Français s'excite dessus. Mais il y a besoin de former à l'école, en collège, en lycée, sur ce que c'est que la mathématique financière, ce que c'est qu'un dividende, des choses aussi simples que ça. Et après, dans les écoles, pas seulement école de commerce, école d'ingénieurs aussi. Donc là, c'est tout le monde, tout cet écosystème, y compris l'éducation nationale, qui doit se pencher là-dessus. Donc ça, c'est la formation. Après, il y a l'information, et là, c'est le rôle des entreprises de communiquer, parce que la bourse, c'est des émetteurs et des investisseurs. Pour emmener de la performance, il faut apporter de l'information aux investisseurs. Il y a des rendez-vous semestriels, annuels au niveau des publications, parfois même trimestriels, mais il faut aussi, tout au long de l'année, arriver à trouver des moments pour parler avec sa communauté. Parce qu'on a eu de très gros contrats, parce qu'on a fait une innovation au niveau technologique. Et là, il faut être capable d'en parler sur son site internet. On a la chance d'avoir maintenant beaucoup de multimédia, avec LinkedIn, avec tous les modes de communication possibles, mais avoir ces échanges réguliers pour alimenter. Un titre en bourse où il n'y a pas de communication, c'est comme une fleur, elle se fane, il ne se passe plus rien. Il faut que le management ait une politique proactive d'information sur ses investisseurs. Et grâce à ça, eh bien, les institutionnels, bien sûr, mais les particuliers vont voir cette information, ils vont s'intéresser à la société, ils vont vouloir participer. Arnaud, vous, un peu vos recommandations justement pour pousser les Français vers la bourse ? Tout ça c'est une très bonne nouvelle. À nouveau, donc il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce monde où il n'y en a pas tous les jours. Et encore une fois, félicitations. C'est vrai que cette augmentation de l'épargne investie par les particuliers, et notamment par les jeunes, parce que c'est ça aussi ce qui s'est passé, j'allais dire grâce au Covid, c'est peut-être une des suites du Covid, et qui ont l'air de vouloir rester, c'est une excellente nouvelle pour la bourse. Juste 2-3 petits points. D'abord, premièrement, il ne faut pas opposer la bourse au capital investissement.
Charles, à juste titre, parlait du continuum. Nous travaillons sur un continuum. Dans l'étape précédente, on avait travaillé avec les acteurs de capital investissement parce que les entreprises de forte croissance qui sont dans notre conseil d'administration, Blablacar, Sigfox et autres, nous disaient dès qu'on veut des capitaux un peu supérieurs à 100 millions d'euros, on n'a plus d'acteurs de capital investissement en France, il faut aller les chercher aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui et en Chine demain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a réuni les acteurs de private equity, on les a fait grossir. Et ils sont maintenant plus gros, et pas uniquement BPI, Euraseo, Ardian, tous ces gens-là, et beaucoup d'autres sont maintenant de taille, et le private equity a considérablement grandi, ce qui est une excellente nouvelle. Mais justement, c'est aussi une raison pour laquelle il faut que maintenant la bourse se développe, parce que ces entreprises accompagnées par le private equity ont besoin de sortir, et donc il faut maintenant pousser le deuxième. Deuxième chose, Nasdaq... Ne surpondérons pas ce que représente le Nasdaq, notamment pour nos entreprises européennes en forte croissance, etc. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas simple d'accès, que c'est la dilution rapide pour beaucoup d'entreprises parce qu'elles sont moins connues que leurs collègues des mêmes secteurs aux États-Unis, que c'est pas liquide. Donc Nasdaq, il y a beaucoup de difficultés et c'est pour ça que ça vaut le coup de pousser la cotation en Europe et sur Euronext pour les entreprises de tech et de croissance. Enfin, un dernier mot. Il faut maintenant aller plus fort, plus loin sur tous ces sujets, y compris sur l'actionnariat grand public. Et dans la campagne présidentielle, pousser à nouveau, premièrement, vis-à-vis des politiques, parce qu'on a toujours un problème d'image de marque vis-à-vis des politiques. Je vous rappelle cette ministre qui, il y a 4-5 ans, annonçait publiquement avec satisfaction qu'elle ne possédait aucune action dans son revenu. On continue à avoir quand même un problème de compréhension, à part Bruno Le Maire qui a poussé la loi Pacte, qui est une excellente initiative. Il faut pousser la fiscalité, je l'ai dit tout à l'heure, remettre la fiscalité de l'épargne à l'endroit entre la fiscalité sur les instruments à risque, que sont les actions, et les instruments sans risque, que sont les obligations, pousser le PER, qui est un très bon produit et qu'il faut que les banques distribuent plus large. Donc il y a un certain nombre d'actions à mener pour pousser de manière structurelle le développement de l'actionnariat en France et qui est une nécessité pour accompagner le financement de nos entreprises. Oui, bah, tout à fait, tu parlais du PER, je pense que c'est un excellent outil pour justement faire fructifier son épargne et puis préparer sa retraite, à condition qu'il ne soit pas bouffé par diverses commissions et frais qui s'empilent les uns sur les autres, parce que donc le PER, notamment, on peut faire un PER avec un compte titre, mais on peut le faire aussi avec un contrat d'assurance vie. Évidemment, ça va payer, ça va rapporter plus si c'est aux différents intermédiaires si c'est un PER assurantiel. Mais alors là, on va avoir donc le coût du PER assurantiel, le coût de la sélection des fonds, et puis à la fin, on n'a plus vraiment une performance, parce que juste un chiffre très simple, 10% à la puissance 20, ça fait 6,7, 5% à la puissance 20, ça fait que 2,6. Donc il y a une différence de 2,5. Si votre rendement annuel est bouffé par divers frais, ça fait s'effondrer la capitalisation et le gain potentiel pour les épargnants individuels. Donc il faut vraiment essayer de penser low cost dans ces outils pour que ça fonctionne bien et que ce soit vraiment intéressant pour les particuliers d'investir sur 20 ans. C'est le seul moyen pour eux de préparer leur retraite, hein. Je crois qu'on a tous compris. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et moi, je pense à des PER qui combineraient des fonds de private equity et un peu plus tard, au début, notamment au début du PER, pendant une douzaine d'années, et puis progressivement, quand les sorties en cash se cachent et réinvestis en asset management sur des instruments liquides cotés sur les marchés financiers. Et là, on peut faire la combinaison des deux peut faire vraiment un produit extrêmement puissant et efficace. Le meilleur des produits, franchement, mais à condition que les enveloppes ne soient pas trop chargées pour que ça fonctionne bien et qu'il y ait du vrai rendement à la clé.
Merci. Bon, dernière petite question, parce que l'heure tourne. Vous pensiez que vous alliez échapper au SPAC, à la question? Ben non. Alors, est-ce que c'est une bonne alternative selon vous? Parce qu'on n'a pas beaucoup vu en Europe. Alors, je prends la réponse. Ça a été tiré à boulet rouge au début parce qu'on dit c'est un chèque en blanc à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Je dirais, le private equity, c'est la même chose, que c'est pas pour acheter une entreprise, c'est pour en acheter une quinzaine ou une vingtaine. Mais ça part de la même chose. Après, quand on investit dans un SPAC, il ne se passe rien pendant quelques mois, jusqu'à 2 ans. Mais le jour où le sponsor, donc la personne qui organise le SPAC, propose une cible à ses actionnaires, eh bien, les actionnaires qui ne souhaitent pas investir peuvent se retirer. Donc en fait, vous avez de l'argent qui est déposé dans une coquille, qui est séquestré dans des comptes, on espère, très sécurisés, c'est le cas, et vous avez une option d'investir peut-être dans une belle opération. Si vous ne voulez pas, vous vous retirez. Donc il n'y a pas vraiment de risque à la baisse pour la personne qui va investir dans un SPAC. Ce qui a été aussi attaqué, c'est la rémunération des sponsors, qui était astronomique, jusqu'à 20% parfois de la taille de la cible qu'on allait pouvoir acheter. Tout ceci est en train d'être révisé. On n'en a pas autant qu'aux États-Unis, mais les choses s'améliorent. Vous avez après le problème des droits de vote des personnes qui vont diriger ce SPAC. Là aussi, on essaie d'avoir un peu plus de souplesse, mais globalement, c'est un outil supplémentaire, après pour permettre à des entreprises de rentrer en bourse de manière un peu plus rapide qu'un processus classique. Donc, globalement, moi, je ne vois que du positif. Charles ? Oui, c'est très important que les SPAC se développent en Europe, parce que c'est un moyen de financer des entreprises. Et si nous n'avons pas ou peu de SPAC en Europe, eh bien, ça va pousser des entreprises européennes à finalement aller sur le Nasdaq, parce que souvent, donc actuellement, l'immense majorité des SPAC sont sur le Nasdaq, ont levé des fonds et commencent à faire leurs emplettes sur les belles entreprises technologiques européennes. Et donc, si ça va jusqu'au bout, ça va finir par c'est des IPO qui vont sur le Nasdaq, en fait. Donc, très important qu'on en ait en Europe. À titre d'exemple, pour illustrer le propos, actuellement, dans les technologies quantiques et cette nouvelle révolution qu'on appelle la seconde révolution quantique, on a plusieurs SPAC aux États-Unis, un qui s'est déspaqué et donc une entreprise qui s'appelle IonQ, qui fait un ordinateur quantique à base d'ions piégés, qui n'a pas une technologie beaucoup plus avancée, en tout cas que celle de Pascal, dans lequel nous sommes investisseurs à travers notre fonds Quantonation, et qui fait un ordinateur quantique avec des atomes froids. Eh bien, c'est maintenant que IonQ a été déspaqué, ils valent 5 milliards de dollars, ils ont 650 millions de dollars sur le bilan. Donc évidemment, ils commencent à appeler nos startups du fonds. Ça nous met la pression. C'est une bonne nouvelle d'un côté. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui y croient et ils ont raison dans ces nouvelles technologies. Mais on voit bien que c'est un moyen pour des entreprises américaines, quelque part, de lever énormément de capitaux, puis ensuite de faire leurs emplettes sur le marché européen. C'est un challenge. Merci. Est-ce que l'un de vous... Non, juste pour confirmer que c'est un sujet, je suis tout à fait du même avis que Cédric et Charles. Pour la place de Paris, c'est un sujet. L'Europe est en retard. Il y a plus de 250 ou 300 SPAC aux États-Unis. Il y en a quelques dizaines en Europe, dont 5 ou 6 à Paris. Euronext a accueilli 6 ou 7 SPAC cette année, donc c'est déjà un point. Deuxièmement, les autorités de régulation, et notamment l'AMF, ont exprimé une ouverture sur le sujet pour accueillir ces opérations, et nous avons bien inscrit ce sujet dans l'objectif de notre task force de relance des introductions sur la place de Paris. Super. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Merci à vous.